À 15 ans, mes parents m'ont abandonné à la ferme de mes grands-parents pour que leur fille chérie puisse briller, mais des années plus tard, après avoir bâti une vie qu'ils n'auraient jamais imaginée, ils sont revenus exiger mon soutien, pour finalement apprendre que mon mariage ne prévoyait pas un seul siège pour eux. Salut Reddit, ma famille a toujours clairement montré qui était le favori, et ce n'était définitivement pas moi, alors j'ai emballé le peu de dignité qu'il me restait, j'ai reconstruit ma vie entière à partir de rien et j'ai arrêté d'attendre qu'ils agissent comme de vrais parents. Avant d'entrer dans les détails, voici comment tout a commencé. Je m'appelle Maxime, j'ai 30 ans maintenant, je suis mariée, installée et je vis une vie que j'ai bâtie de mes propres mains, mais à l'époque, j'étais le raté de la famille. Ma petite sœur, Chloé, était la perfection incarnée, et mes parents, Isabelle et Philippe, agissaient comme si elles portaient tout le nom de la famille sur ses épaules alors que moi, j'étais juste là pour rendre les choses plus difficiles. Avant que tout ne s'effondre, la personne avec qui je passais le plus de temps n'était même pas de ma famille, c'était Lucas, c'était pratiquement mon frère, on jouait aux jeux vidéo jusqu'à 2 heures du matin, on faisait du vélo dans tout le quartier, on essayait des sports au hasard par ennui et on faisait des plans stupides pour louer un petit appartement un jour et le retaper nous-mêmes. C'était le genre d'amitié où l'on suppose simplement que l'autre sera toujours là, puis il ne l'a plus été, l'accident a emporté Lucas et ses parents le même jour, il n'y a même pas eu de véritable au revoir, juste des coups de téléphone, quelques adultes parlant à voix basse et moi, debout, essayant de me convaincre que quelqu'un avait mal compris quelque chose. Je ne pense pas que le moi de 15 ans avait la capacité mentale d'accepter que quelqu'un qui venait chaque week-end depuis des années venait de disparaître. Après cela, tout dans ma maison semblait plus lourd, comme si les murs se rapprochaient. Quelques jours plus tard, mes parents ont insisté pour un dîner de famille afin de revenir à la normale, ils l'ont dit comme si la normalité était encore possible. Nous nous sommes assis, j'ai à peine touché à mon assiette, ma tête n'était pas là, je pouvais encore voir le vélo de Lucas appuyé contre mon garage depuis sa dernière visite. Alors que j'étais assis là à essayer de ne pas m'effondrer, Isabelle s'est lancée dans sa routine habituelle sur les accomplissements de Chloé. Elle se débrouille tellement bien, a-t-elle dit, la main sur la poitrine comme si elle annonçait un miracle, ses professeurs n'arrêtent pas de parler de son potentiel. Philippe a hoché la tête comme s'il était son manager, elle montre l'exemple, voilà à quoi ressemble la discipline, puis il m'a regardé droit dans les yeux, Maxime, ne plombe pas l'ambiance ce soir. Chloé s'est adossée à sa chaise, souriant comme si elle était sur scène, peut-être que tu pourrais faire plus d'efforts toi aussi, a-t-elle dit en jouant l'innocente, mais elle savait exactement ce qu'elle faisait, elle attendait une réaction, je ne lui en ai pas donné. J'ai essayé de parler une fois, juste une phrase sur à quel point tout semblait bizarre sans Lucas, Isabelle m'a coupé immédiatement. Maxime, s'il te plaît, nous essayons d'avoir un dîner positif, et Philippe a ajouté, il y a un temps et un lieu pour tes émotions. Apparemment, ce temps et ce lieu n'existaient jamais dans cette maison. Je me sentais invisible, comme si la seule personne qui remarquait l'absence de Lucas était moi, et même cela faisait de moi un désagrément. Le lycée après ça semblait inutile, chaque couloir était rattaché à un souvenir, sa chaise vide en classe me rendait malade, j'ai arrêté de me soucier des devoirs, des projets de groupe, de ma présence en cours, je ne voulais parler à personne, surtout pas aux professeurs qui se sentaient obligés de demander si je gérais. D'accord, je ne gérais pas, j'en étais loin. J'ai commencé à traîner avec des gens qui n'attendaient rien de moi, des gars qui ne demandaient pas où j'allais après l'école ou pourquoi je ne voulais pas rentrer chez moi, on ne faisait rien d'impressionnant, surtout des trucs stupides et imprudents parce que ça faisait plus de bien que de rester assis assez longtemps pour réfléchir. Isabelle a réagi en jouant la martyre totale, tu détruis cette famille, disait-elle, la main sur le front comme si elle allait s'évanouir, sais-tu ce que tu nous fais subir ? Philippe faisait des discours qui sonnaient comme s'il les avait répétés devant le miroir. Tu choisis le mauvais chemin, un homme prend ses responsabilités, il calait toujours ses discours quand j'étais déjà énervée, comme s'il attendait le moment parfait pour remuer le couteau dans la plaie. Et Chloé, elle utilisait chaque erreur que je faisais comme carburant, je ne comprends pas comment on est de la même famille, a-t-elle dit un matin avant l'école, cette phrase lui a valu des éloges supplémentaires de la part d'Isabelle, au moins un de mes enfants se soucie de son avenir. Tout ce que je faisais était soit faux, soit la preuve que Chloé était meilleure. Le coup de grâce est arrivé quand moi et quelques gars on traînait sur un parking après la tombée de la nuit, on était mineurs et on faisait les idiots, quelqu'un a appelé la police. Quand la voiture de patrouille est arrivée, je savais que j'étais foutu avant même qu'ils ne parlent, ils nous ont emmenés, pas une vraie arrestation,
juste une rétention au commissariat jusqu'à l'arrivée des parents, mais c'était suffisant. Isabelle est entrée, les larmes coulant déjà. « Maxime, comment as-tu pu nous faire ça ?» Philippe se tenait raide, les bras croisés, me lançant le regard de quelqu'un sur le point de prononcer un réquisitoire final. Chloé n'était même pas là, mais elle s'est assurée que tout le monde sache plus tard à quel point c'était embarrassant pour elle. Le trajet du retour a semblé durer des heures, Isabelle alternait entre pleurer et me blâmer, Philippe me faisait la morale non-stop. « C'est ce qui arrive quand tu refuses d'écouter », a-t-il dit, comme si on m'avait déjà laissé l'espace pour dire quoi que ce soit. Le lendemain matin, avant même que je ne m'assoie dans mon lit, ils m'ont dit que je partais, pas de discussion, pas de « comment vas-tu vraiment ?» rien, juste « tu vas vivre chez tes grands-parents jusqu'à ce que tu te reprennes en main ». Chloé se tenait derrière eux, les bras croisés, comme si elle regardait la fin d'une série qu'elle adorait. Quand je suis montée dans la voiture avec mon sac, je n'ai pas eu peur, je me suis sentie effacée, comme s'ils avaient enfin admis ce qu'ils sous-entendaient depuis des années. Chloé comptait, moi non. C'est à ce moment-là que les choses se sont vraiment brisées, pas quand Lucas est mort, pas quand l'école s'est effondrée, mais juste là, dans cette allée, quand mes propres parents ont clairement fait comprendre que je ne valais pas la peine d'être gardée. Mes parents m'ont déposé chez mes grands-parents par une froide matinée, j'avais 15 ans, assis sur la banquette arrière avec un sac à dos et les derniers morceaux de mon ancienne vie. Nous avons tourné dans la longue allée de terre et je m'attendais à ce que le jugement m'attende, une autre tournée de discours ou de regards déçus. Au lieu de cela, papy est sorti de la grange, s'essuyant les mains sur un chiffon, calme comme toujours, et mamie est sortie du porche, souriant déjà comme si j'étais quelqu'un qui lui avait manqué, pas le gamin que mes parents venaient de virer. Papy s'est approché directement, a mis une main sur mon épaule et a dit « Tu es à la maison maintenant, pas de colère, pas de questions. » Mamie m'a serré dans ses bras. « Rentre, mon chéri, tu as l'air épuisé. » Derrière moi, Isabelle est à peine sortie de la voiture, elle se tenait la main sur la portière comme si elle allait s'évanouir, Philippe avait l'air fier de lui, comme s'il avait résolu un problème. « Ne leur faites pas regretter ça, » a-t-il dit, c'était son au revoir. Personne ne lui a répondu, mamie ne les a même pas regardés, ils sont partis, la poussière s'élevant derrière la voiture jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ce soir-là, j'ai rencontré l'oncle Bruno, le frère de Philippe. Techniquement, je l'avais rencontré quand j'étais petit, mais les souvenirs étaient flous, juste quelques fêtes d'anniversaire et un barbecue dont je me souvenais à peine. Il avait déménagé ici il y a longtemps pour aider papy et mamie à faire tourner la ferme. Mes parents ne parlaient jamais beaucoup de lui, alors le revoir, c'était comme rencontrer quelqu'un de nouveau. Il est arrivé du fond de la cour, portant 2 lourds sacs de nourriture pour animaux, il n'était pas bruyant ou dramatique, juste stable. Il a posé les sacs, m'a fait un signe de tête et a dit « Tu es Maxime, c'est ça ? Tu étais minuscule la dernière fois que je t'ai vu », j'ai hoché la tête et il m'a tendu la main « Je suis Bruno, ton oncle. » Puis il a dit les 3 choses qui ont donné le ton pour tout ce qui a suivi « Tu es en sécurité ici, tu dois te reconstruire, je ne t'abandonnerai pas, mais tu ne peux pas détruire cette maison. » Il n'a pas élevé la voix ni ne m'a dévisagé, il a juste tout exposé comme des instructions simples. Les premières semaines ont été gênantes, pas à cause de ce qu'il faisait, mais parce que je ne savais pas comment réagir face à des adultes qui ne me criaient pas dessus ou ne me culpabilisaient pas, j'attendais un piège qui n'est jamais venu. Papy se levait tôt et s'occupait des corvées comme si de rien n'était, Bruno travaillait juste à côté de lui, mamie gérait la maison avec constance, vérifiant toujours si j'avais mangé ou dormi, mais sans jamais être indiscrète. Quand je gérais mal quelque chose, comme mal fermer une barrière ou faire tomber du bois, Bruno ne soupirait pas et ne penchait pas la tête comme s'il était déçu, il le réparait juste, me montrait rapidement comment faire et passer à autre chose, pas de discours, pas de culpabilité, juste de la correction et de la routine. Petit à petit, la maison a cessé de sembler temporaire, je faisais des corvées le matin, j'aidais avec les animaux et je suivais mes cours au lycée, personne ne me comparait à Chloé, personne ne me parlait comme si j'étais un fardeau. Je n'y croyais pas au début, mais la stabilité a agi sur moi d'une manière que je n'ai pas remarquée tout de suite. Au moment de mes 17 ans, la vie à la ferme s'était installée dans quelque chose de normal, j'ai fini le lycée dans le district local, je faisais mes corvées avant et après les cours, et j'ai réussi mes examens, pas parfaitement, mais assez pour passer sans que personne ne crie à ce sujet. C'est Bruno qui a évoqué les études supérieures, l'IUT est à 20 minutes, il a dit « Tu es assez grand, tu devrais y aller, ça ne sert à rien de rester assis une fois l'école finie. »
Il ne l'a pas dit comme une exigence, juste une direction, papy était d'accord. Mamie me préparait un déjeuner tous les jours avant le début des cours, c'était la première fois que je franchissais une étape sans me sentir poussée ou comparée à quelqu'un. L'IUT n'était pas grand, quelques bâtiments, une cafétéria pas chère, des couloirs calmes, mais cela ressemblait à un nouveau départ propre. C'est là que j'ai rencontré Camille, je l'ai remarqué lors de notre premier semestre dans une salle de cours bondée où la moitié de la classe dormait à moitié, elle prenait de vraies notes, posait des questions et ne semblait dérangée par rien autour d'elle. Après le cours, elle m'a tenu la porte et a dit « Tu es dans mon groupe de TD, c'est ça », sur ce ton simple et amical qui ne rendait rien gênant. On a continué à se retrouver dans les mêmes groupes de travail, à sortir des mêmes couloirs, à partager les mêmes pauses, on ne s'est pas jeté dans une relation amoureuse tout de suite, ça a commencé doucement, petites blagues, conversations décontractées, révision à la même table, pas de pression, pas de bizarrerie. Elle me parlait comme si je n'étais pas un raté ou un projet caritatif, juste un autre étudiant. De retour à la ferme, la vie continuait, papy me montrait de nouvelles tâches à chaque saison, mamie me traitait comme si j'avais toujours été à ma place ici, Bruno restait stable, jamais bruyant, jamais dramatique, juste là tous les jours, m'apprenant des choses sans que cela ressemble à une leçon. Ces 2 années ont tout changé, et je ne le voyais pas encore totalement, mais la ferme, Bruno et même la routine tranquille avaient déjà fait plus pour moi que mes parents n'avaient jamais essayé de faire. Après quelques mois, j'ai appris à soulever avec mes jambes au lieu de mon dos, à faire des nœuds qui ne se défaisaient pas, à réparer un panneau de clôture sans casser le suivant, la météo ne me faisait plus peur, j'ai commencé à finir les corvées sans que Bruno ait à repasser derrière moi, cela semblait nouveau, qu'on me fasse confiance pour ne pas tout gâcher. L'IUT avançait parallèlement à tout ça, les cours le matin, le travail à la ferme l'après-midi, et Camille devenait une partie régulière de mes journées, on marchait vers nos voitures ensemble, on comparait à quel point nos profs étaient nuls ou on s'asseyait à la bibliothèque pour finir des devoirs. Elle ne posait pas de questions sur mon passé, elle n'agissait pas comme si elle avait besoin de me cerner, elle aimait juste être avec moi, et c'était suffisant. La vie commençait à sembler équilibrée jusqu'à ce que Philippe débarque. Un après-midi, je suis rentrée pour boire de l'eau et je l'ai trouvé debout dans la cuisine, les bras croisés comme s'il était propriétaire des lieux, mamie restait près de la cuisinière sans le regarder, et papy était assis à la table avec cette expression qu'il utilisait quand il était à 2 doigts de perdre patience. Philippe m'a regardé de haut en bas, content de voir que tu vas mieux, a-t-il dit, comme s'il en méritait le crédit, il s'est tourné vers papy, je pense qu'il est important qu'il comprenne que cette amélioration n'efface pas ce qui s'est passé, il doit mériter le pardon. Il a dit ça comme s'il faisait un sermon, il n'a pas demandé comment j'allais ou sur quoi je travaillais, il est juste entré et est passé directement aux leçons de morale. Ensuite, il a essayé de dire à papy et mamie comment me gérer, il a besoin de structure, de règles claires, d'une discipline constante, vous ne pouvez pas simplement le laisser courir partout, c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Papy a finalement posé sa tasse, tu n'as pas le droit de nous dire comment gérer quoi que ce soit, a-t-il dit, tu l'as déposé et tu es parti, nous l'élèverons comme bon nous semble. Philippe a cligné des yeux comme si quelqu'un l'avait giflé, je dis ça seulement pour son bien, a-t-il tenté à nouveau, glissant dans son ton habituel d'avocat du diable, quelqu'un doit le tenir responsable. Bruno est entré dans la cuisine à ce moment-là et Philippe s'est tu un instant. Tiens, regarde qui a décidé de se montrer, a dit Bruno en regardant Philippe. Salut, a répondu Philippe. Cela a instantanément changé l'ambiance de la pièce, la mâchoire de Philippe s'est crispée. Bien, faites-le à votre façon, il m'a jeté un coup d'œil comme si je le décevais en ne le soutenant pas, puis il est sorti sans dire au revoir. Je ne lui ai pas couru après, je n'ai pas dit un mot. Quelques jours plus tard, Isabelle a appelé mamie, je passais dans le couloir quand j'ai entendu le début, mon garçon me manque, a-t-elle dit, la voix douce et tremblante, je pense à lui tous les jours. Cela semblait presque réel jusqu'à ce que mamie suggère doucement qu'elle me parle directement, Isabelle a craqué instantanément, tu ne comprends pas ce qu'il nous a fait subir, a-t-elle dit, nous avons tout sacrifié et Chloé a souffert plus que quiconque, tu ne peux pas imaginer à quel point c'était dur. Son ton a changé si vite que ça n'avait presque aucun sens, mamie n'a pas argumenté, elle a juste dit, je dois finir le dîner et a raccroché. J'en avais assez entendu pour savoir que rien n'avait changé, Isabelle ramenait toujours tout à elle, Philippe prétendait toujours savoir ce qui était le mieux à distance, et Chloé était toujours leur centre de gravité. Au lieu de me déranger comme avant,
cela a rendu quelque chose plus clair, je ne retournais pas là-bas, je ne le voulais pas. Quel que soit le rôle familial que je tenais autrefois, il avait été remplacé il y a des années, et essayer de le récupérer n'avait plus de sens. À la ferme, j'étais utile, à l'école, je réussissais, avec Bruno et Papy, j'apprenais, avec Mamie, j'étais en sécurité, et avec Camille, je commençais à me sentir comme quelqu'un qui avait du potentiel, pas quelqu'un qui avait besoin d'être réparé. Plus mes parents essayaient d'intervenir dans ma vie avec de la culpabilité ou des leçons, plus cela me poussait vers les gens qui restaient constants. Je n'ai rien dit de tout cela à voix haute, pas à ce moment-là, mais je le ressentais. Chaque jour, je me levais, je faisais mon travail et je continuais à mettre de la distance entre qui j'étais avant et qui je devenais, et Camille continuait à être présente, pas dramatique, n'essayant pas de régler mes problèmes, juste stable de la même manière que la ferme était stable, de la même manière que Bruno était stable. Pour la première fois depuis des années, ma vie ne s'effondrait pas, elle prenait enfin forme. Au moment où l'hiver est arrivé, les choses ont continué de la même manière, je n'avais pas eu beaucoup de nouvelles de mes parents, ce qui rendait la vie plus calme, mais Chloé, même à distance, trouvait toujours des moyens de me taper sur les nerfs. Cela a commencé par un message d'une de mes cousines, rien de dramatique, juste un texto décontracté demandant comment les choses allaient, puis de nulle part, elle a ajouté, « Chloé parle encore, je pensais que tu devrais savoir avant que ça ne se répande plus. » J'ai demandé ce qu'elle voulait dire, la réponse est arrivée vite, Chloé dit que tu es un profiteur là-bas, que papy et mamie gaspillent de l'argent pour toi, elle n'arrête pas de dire qu'elle est celle qui porte le nom de la famille maintenant. Je me suis assis au bord de mon lit en le lisant 2 fois, ce n'était pas surprenant que Chloé soit toujours obsédée par l'attention, mais entendre qu'elle entraînait mes grands-parents là-dedans m'a fait serrer la mâchoire. Ils avaient fait plus pour moi en 2 ans que mes parents en 5, et elle essayait de transformer ça en une sorte de fardeau. J'ai montré le message à l'oncle Bruno, il n'a pas beaucoup réagi, a juste soupiré et a dit, elle ne sait pas comment fonctionne cette maison. Papy a entendu et a grommelé quelque chose dans sa barbe que je n'ai pas saisi, mais le regard qu'il a lancé à Bruno disait qu'il soupçonnait déjà que quelque chose comme ça circulait. Quelques jours plus tard, la rumeur a atteint le reste de la famille élargie, ça s'est construit vite, quelqu'un a répété les commentaires de Chloé chez un parent, et soudain, les gens se demandaient si papy et mamie ne me favorisaient pas trop. Plus ça se répandait, pire ça sonnait, à un moment donné, quelqu'un a même demandé à mamie si elle n'était pas fatiguée d'élever les erreurs des autres. Mamie ne m'a pas dit ça, ma cousine l'a fait. Au moment où la réunion de famille des fêtes est arrivée, la situation était déjà tendue, je n'y suis pas allée, le plan était de rester à la maison, finir les corvées et éviter de gérer des gens qui me disaient à peine 2 mots jusqu'à ce qu'ils aient une opinion à donner. Mais papy et mamie y sont allés, et d'après ce que j'ai entendu plus tard, tout s'est effondré en 1 heure. Un parent, quelqu'un du côté de mon père, a fait un commentaire passif sur les enfants qui n'apprécient pas ce qu'on leur donne, mamie l'a ignoré. Puis une autre personne a dit quelque chose sur le fait que Chloé réussissait incroyablement bien et représentait bien le nom Harper, suivi d'un sournois, dommage que tout le monde ne le fasse pas. C'est là que papy est intervenu, Bruno m'a raconté comment ça s'est passé plus tard. Papy a posé sa fourchette, a regardé à travers la table et a dit, « Vous n'avez pas le droit de parler de mon petit-fils comme ça alors que vous n'avez pas levé le petit doigt pour lui. » Ce n'était pas fort, mais c'était définitif, la pièce est devenue silencieuse. Quelqu'un a essayé de défendre Chloé, disant qu'elle était juste inquiète, mais papy les a coupés, elle sème la zizanie et vous le permettez, Maxime travaille dur, il mérite sa place, si vous ne pouvez pas le respecter, alors vous ne nous respectez pas non plus. Après, il a dit à Bruno que certaines personnes ne seraient pas les bienvenues à la ferme pendant un long moment. Quand mamie est rentrée, elle a agi comme si de rien n'était, mais je voyais qu'elle était encore contrariée, elle a préparé le dîner comme d'habitude et m'a posé des questions sur l'école, sans jamais mentionner la dispute. Elle n'avait pas à le faire, j'en avais assez entendu par les cousins pour comprendre à quel point c'était devenu chaud. Plus tard ce soir-là, Camille est passée me rendre un livre qu'elle m'avait emprunté, elle voyait que quelque chose clochait, je n'avais pas prévu d'en parler, mais elle est restée dans l'encadrement de la porte et a demandé, « Journée difficile », j'ai hoché la tête, histoire de famille. Elle n'a pas demandé de détails, elle n'a pas essayé de donner des conseils, elle s'est juste rapprochée, m'a serré le bras doucement et a dit, « Tu fais de ton mieux, ça compte pour quelque chose. » Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai enfin eu le déclic,
j'avais toujours pensé que Chloé était juste gâtée, agaçante et accro à l'attention, mais ce n'était pas une rivalité fraternelle normale, ce n'était pas juste du favoritisme, c'était malveillant. Elle n'était pas juste favorisée, elle était toxique, elle ne se contentait pas d'être l'enfant roi, elle avait besoin que je reste la déception pour pouvoir continuer à briller, elle voulait une cible et j'avais fini d'en être une. J'ai fini l'IUT à 19 ans, pas de cérémonie, pas d'acclamation familiale, pas d'appel d'Isabelle ou Philippe. Mamie m'a serré dans ses bras quand j'ai ramené le diplôme, papy m'a serré la main une fois et a dit « Bien, maintenant continue ». L'oncle Bruno a fait griller des hamburgers ce soir-là et n'a pas dit grand-chose, mais je voyais qu'il était fier, c'était suffisant. J'ai trouvé un job de téléconseiller quelques mois plus tard, ce n'était pas glamour, mais j'étais vif avec les gens et j'apprenais vite. Au début, j'appelais juste des listes et suivais des scripts, mais après quelques mois, ma superviseure a commencé à me donner des appels plus difficiles, puis elle a commencé à me laisser gérer la formation des nouvelles recrues. 2 ans plus tard, j'ai été promue chef d'équipe, 1 an après ça, je suis devenue responsable des ventes. Le boulot avait des horaires bizarres, mais la paix était stable. Je continuais à vivre avec papy, mamie et Bruno parce que c'était logique, le loyer ne faisait même pas partie de la conversation, papy aurait ri si j'avais essayé d'en proposer. Alors à la place, je couvrais les factures où je pouvais, j'achetais les courses, je payais les réparations quand quelque chose cassait, et j'aidais toujours à la ferme dès que je rentrais assez tôt. La vie semblait équilibrée, travail, ferme, soirée avec Camille, tout dans le même rythme. Puis un printemps, pile quand la ferme était la plus active, tout nous est tombé dessus en même temps. Bruno s'est blessé le dos en portant mal un sac de nourriture, je l'ai entendu le laisser tomber et jurer dans sa barbe, et quand je suis arrivé près de lui, il était voûté, se tenant le côté de la taille comme si quelqu'un l'avait poignardé. Il a essayé de marcher, mais papy lui a dit de s'asseoir avant d'aggraver les choses, mamie a apporté des poches de glace, le médecin a dit que c'était une foulure lombaire, Bruno avait besoin de repos, de vrai repos. Le problème, c'est que le printemps s'en fichait, les corvées doublaient, les animaux devaient être nourris avant le lever du soleil, les clôtures devaient être réparées après les tempêtes, les factures ne s'arrêtaient pas, et mon travail ne ralentissait pas non plus. Notre département était en retard ce mois-là et j'étais responsable de faire remonter les chiffres. J'ai commencé à me lever 2 heures plus tôt que d'habitude pour prendre de l'avance sur les tâches de la ferme, je courais partout pour transporter la nourriture, ramasser les œufs, vérifier la grange et traîner l'équipement à travers la cour, puis je me précipitais à l'intérieur, prenais une douche rapide, m'asseyais avec mon ordinateur portable et commençais mon service. Je travaillais pendant le déjeuner, finissais les appels, fermais l'ordinateur et retournais directement dehors. Dès la première semaine, j'avais l'impression qu'on avait retiré les piles de mon corps, ma poitrine me faisait mal à force de courir, mes mains tremblaient de fatigue et je commençais à m'endormir assis à la table de la cuisine. Mamie me disait de ralentir et papy insistait qu'il pouvait gérer, même si je voyais ses articulations se bloquer à chaque fois qu'il se penchait. Bruno s'excusait constamment, frustré de ne pas pouvoir aider, mais aucun d'eux ne m'a dit d'arrêter, il savait que le travail devait être fait. Une nuit après une tempête, j'étais dehors dans la boue avec une lampe de poche à réparer une clôture cassée, la pluie dégoulinant de mes cheveux, les doigts engourdis autour du fil de fer, chaque muscle hurlait, mais j'ai continué, pas parce que je le voulais, mais parce que cette maison m'avait sauvée et je n'allais pas la laisser s'effondrer. Camille en a vu des morceaux, elle apportait de la nourriture, aidait mamie et ne m'a jamais poussé à ralentir, elle s'est juste adaptée au rythme de l'endroit. Au milieu de la saison, un cousin m'a envoyé un message vocal d'une réunion de famille, quelqu'un a demandé à Philippe comment j'allais, et il a soupiré comme s'il avait porté le monde sur son dos, l'envoyer chez papa et maman lui a sauvé la vie, a-t-il dit, nous avons fait ce que font les bons parents. L'entendre s'attribuer le mérite de m'avoir abandonné ne m'a pas rendu triste, cela a endurci quelque chose. Plus tard, quand Camille m'a trouvé en train de réparer un loquet, elle l'a vu sur mon visage, elle n'a pas été indiscrète, elle a juste tenu la barrière et a dit « Tu fais du bon travail, ils ont de la chance de t'avoir ». Pour la première fois depuis des semaines, une partie de la pression s'est relâchée. Le dos de Bruno a guéri, papy a dit qu'il était fier, mamie a fait mon dîner préféré et Camille est restée stable à travers tout ça. Ce printemps a failli me briser, mais à la fin, j'ai compris quelque chose d'important, ma vie n'était pas construite sur la fuite de qui j'étais avant, elle était construite sur le fait d'être présent pour les gens qui avaient été présents pour moi. À mes 24 ans,
Les choses à la ferme tourneront à nouveau, le dos de Bruno était guéri, mamie gardait toujours la maison en mouvement comme une machine bien huilée, et papy avait commencé à faire allusion au fait que je devrais penser à ma prochaine étape, pas déménager, mais construire un avenir qui n'était pas bloqué dans l'incertitude. Un matin, papy a glissé un papier plié sur la table. Vente aux enchères à venir, a-t-il dit, petit terrain, pas cher si la bonne personne enchérit. Bruno s'est penché par-dessus mon épaule pour regarder, bonne terre, a-t-il dit, pas parfaite, mais tu pourrais construire quelque chose. Je savais ce qu'ils essayaient de dire sans le dire, il était temps pour moi d'avoir quelque chose à moi. J'ai passé la semaine suivante à ne rien faire d'autre que calculer des chiffres. Tout ce que j'avais économisé de mon job de téléconseiller n'était pas énorme, mais c'était assez pour tenter le coup. Si je gagnais le terrain, je n'aurais plus rien à la banque, mais j'aurais un début, un endroit à moi, une vraie fondation. Papy et Bruno sont venus avec moi le jour de la vente aux enchères, Camille est venue aussi, se tenant près de moi, mais sans s'imposer, elle savait à quel point c'était important. La foule n'était pas grande, quelques vieux agriculteurs, quelques investisseurs et le propriétaire, un homme nommé Carson, il serrait la main des gens, examinait tout le monde comme s'il avait déjà des opinions. Quand les enchères ont commencé, j'ai levé ma carte avec une confiance totale, je savais que je devrais y mettre tout ce que j'avais, mais je n'ai pas hésité, j'ai levé ma carte encore et encore jusqu'à ce que le commissaire-priseur abatte son marteau, vendu. Camille m'a serré la main si fort que j'ai presque oublié de respirer, sortir de ce bâtiment avec les papiers semblait irréel, pas parce que j'avais de la chance, mais parce que papy et Bruno m'avaient soutenu sans sourciller, ils m'avaient cru quand mes propres parents essayaient de saboter ça. Quelques jours plus tard, j'ai marché sur le terrain pour la première fois, ce n'était pas grand-chose, juste quelques hectares de sol inégal, une vieille clôture et une longue étendue d'herbe, mais c'était à moi. Je passais mes nuits à dessiner des plans pour une petite maison, rien de sophistiqué, juste assez d'espace pour vivre sans se sentir à l'étroit. Je n'ai même pas eu une semaine pour m'y habituer avant que Chloé ne débarque. J'étais en train de marquer l'emplacement d'une future allée quand une voiture bruyante est arrivée en rebondissant sur le chemin de terre. 3 filles en sont sorties, toutes habillées comme si elles étaient là pour une séance photo. Chloé menait la marche, lunettes de soleil sur le nez, téléphone déjà en train d'enregistrer. Cet endroit est parfait, a-t-elle dit en tournant sur elle-même comme si elle possédait les lieux, on va faire de super photos. Je me suis mis devant elle, vous devez partir. Elle a cligné des yeux comme si elle avait mal entendu, détends-toi, c'est juste des photos, tu n'as même pas encore de maison ici. Ça ne change rien, ce n'est pas ton lieu de fête, elle a ricané, waouh, tu vas vraiment gâcher ça? Tu devrais être reconnaissant que quelqu'un veuille même venir ici. Ses amis ont ri, pas moi, je m'en fiche, ai-je répété, dégage de mon terrain. Elle est repartie vers sa voiture en trombe, faisant semblant de pleurer assez fort pour être entendue depuis la route. Le temps qu'elle rentre, elle avait déjà transformé l'histoire, Isabelle et Philippe ont commencé à faire exploser le téléphone de mamie, agissant comme si j'avais attaqué Chloé sans raison. Quelques jours plus tard, Philippe est venu vérifier ses parents, il m'a coincé près de la grange, tu dois être plus compréhensif, a-t-il dit, elle est jeune, elle ne pensait pas à mal. Elle est venue sans permission, ai-je dit, c'est tout. Philippe a secoué la tête, tu ne peux pas continuer à repousser les gens, et ce terrain? Es-tu sûr de pouvoir gérer? Ne t'embarrasse pas. Avant que je puisse répondre, Bruno est sorti de la grange, tu n'as pas le droit de le larguer ici et d'agir ensuite comme si tu l'avais élevé, a-t-il dit, il fait plus pour cette famille que tu ne l'as jamais fait. Philippe a essayé son ton d'avocat du diable, j'essaie seulement d'aider. Non, a dit Bruno, ce n'est pas le cas. Philippe n'est pas resté beaucoup plus longtemps. Ce soir-là, j'ai emmené Camille sur le terrain, le soleil était bas, le ciel orange, je n'avais pas de discours prévu, je n'avais pas de bague d'un magasin chic, j'avais sa main dans la mienne et l'endroit où notre avenir pourrait être, je l'ai demandé en mariage, elle a dit oui. Quand on l'a dit à papy, mamie et Bruno, tous les trois ont réagi comme une vraie famille le devrait, mamie a serré Camille dans ses bras la première, papy a hoché la tête une fois comme s'il s'y attendait, Bruno m'a tapé dans le dos assez fort pour me faire trébucher. Debout sur ce terrain plus tard cette nuit-là, j'ai pris une décision silencieuse, mon avenir était ici avec les gens qui restaient, avec Camille, avec la vie que je construisais brique par brique, pas avec ceux qui essayaient de la démolir. Construire la maison a pris chaque heure libre que j'avais,
je finissais mon service de téléconseiller, fermais l'ordinateur et conduisais directement au terrain. Certains jours je passais des heures à niveler le sol ou à transporter des matériaux, d'autres jours je mesurais des planches à la lampe de poche parce que le soleil s'était déjà couché. C'était stressant, fatigant et beaucoup plus rude que prévu, mais ça n'a jamais semblé inutile. Camille venait dès qu'elle pouvait, me passant des outils, marquant des planches, apportant de la nourriture, agissant comme si elle faisait partie de cette vie depuis toujours. La ferme est restée stable pendant ce temps jusqu'à un matin où tout s'est arrêté. Je me suis réveillée avec les cris de mamie nous appelant. Papy était affalé sur la table de la cuisine, agrippant sa poitrine. Il n'était pas évanoui, mais il semblait pâle et confus. Bruno a réagi instantanément, l'aidant à se lever pendant que j'attrapais les clés du camion. On l'a mis sur le siège passager, mamie est montée à l'arrière et Bruno est resté pour appeler la clinique devant nous. Le trajet a semblé plus long qu'il ne l'était. Papy ne disait pas grand-chose, tenait juste sa poitrine et prenait de lentes inspirations. À la clinique, ils l'ont précipité à l'intérieur pour des examens. Le médecin est sorti plus tard et nous a dit que ce n'était pas une crise cardiaque, mais c'était assez proche pour être un avertissement. Papy avait besoin de repos, de vrai repos, pas de port de charge lourde, pas de longues heures, pas de discours, ça ira. On l'a ramené à la maison avec de nouveaux médicaments et des instructions. Il détestait l'attention mais suivait les ordres parce que mamie le dévisageait jusqu'à ce qu'il accepte. Les nouvelles vont vite dans les familles qui font semblant d'être proches. Dès cet après-midi-là, le téléphone de mamie a commencé à vibrer non-stop. Le premier appel qu'elle a mis sur haut-parleur était d'Isabelle. À la seconde où elle a entendu la voix de mamie, Isabelle a éclaté en sanglots bruyants et dramatiques. « Je n'arrive pas à croire que ça nous arrive », a-t-elle sangloté, « c'est juste. C'est horrible. » Mamie a essayé de dire que papy allait bien, mais Isabelle n'écoutait pas. Elle a continué, parlant de son stress, de son incapacité à gérer les mauvaises nouvelles, de la difficulté pour elle. Pas une seule fois elle n'a demandé comment papy se sentait vraiment, pas une seule fois elle n'a demandé si on avait besoin d'aide. Puis Philippe a pris l'appel. « Eh bien », a-t-il dit de sa voix calme et fausse, « c'est pour ça que la famille doit rester unie, quelqu'un doit prendre les choses en main et garder tout organisé. » Il ne m'a pas demandé comment j'allais, ni Bruno ni mamie, il agissait comme s'il était celui qui tenait tout ensemble alors qu'il n'avait pas fait partie de la ferme un seul jour. Je me tenais dans l'embrasure de la porte à écouter, sentant cette vieille froideur familière s'installer à nouveau. Mamie a mis fin à l'appel avant que les pleurs d'Isabelle ne deviennent plus forts. Le lendemain, Chloé est arrivée dans une voiture brillante aux vitres teintées. Elle en a sauté portant des vêtements qui semblaient empruntés à un blog de mode, tenant son téléphone comme si elle filmait une télé-réalité. « Oh mon Dieu !» a-t-elle dit fort, serrant mamie dans ses bras de façon théâtrale, « j'ai accouru dès que j'ai su. » Elle n'a pas demandé de nouvelles de papy avant d'avoir mis à jour son statut en ligne, puis elle s'est tournée vers moi. « Maxime, ne stresse pas mamie aujourd'hui, d'accord ? Elle n'a pas besoin de tes humeurs. » Elle est entrée dans la maison comme si c'était la sienne, organisant des choses que personne ne lui avait demandé de toucher, disant à mamie de quelle corvée elle ne devrait plus s'inquiéter, même si elle n'en faisait aucune elle-même. Plus tard, elle est allée à la grange et a pointé le camion de papy. « J'ai besoin de ça », a-t-elle dit, « mon ami veut faire des photos dans un endroit rustique, le camion est parfait. » « Non, ai-je dit, papy ne va pas bien, on a besoin du camion ici. » Elle a levé les yeux au ciel. « Tu es dramatique, c'est juste pour quelques heures. » « Non, ai-je répété. » Elle a tendu la main vers les clés accrochées, je me suis interposée, elle est immédiatement passée en mode victime, élevant la voix pour que mamie puisse entendre à l'intérieur. « Waouh !» a-t-elle dit plus fort, « tu es toujours le même gamin en colère, j'essaie juste d'aider et tu m'attaques. » Mamie est venue à la porte. « Chloé, repose les clés », a-t-elle dit fermement. Chloé semblait stupéfaite que mamie ne soit pas de son côté, elle a lâché les clés et est sortie en trombe, marmonnant à propos de ma toxicité. 20 minutes plus tard, Isabelle a appelé mamie, elle a commencé doucement, « Je veux juste la paix dans cette famille », puis Philippe, « Après tout ce qu'on a traversé pour élever Maxime, tu le laisses manquer de respect à Chloé. » Il me blâmait tout en prétendant être équilibré. Bruno a finalement pris le téléphone, « Vous n'avez pas le droit de parler de respect », a-t-il dit, pas après avoir disparu quand les choses étaient dures, n'appelez pas ici pour créer des problèmes. Il a raccroché avant que Philippe ne puisse répondre. 3 jours plus tard, Isabelle et Philippe sont venus en personne, ils n'ont pas demandé comment allait papy, Philippe a commencé par «
nous vérifions juste que les choses sont gérées correctement. Isabelle a croisé les bras, me foudroyant du regard comme si j'étais le problème. Chloé est sortie derrière eux, prêt à commencer quelque chose. Tu dois te calmer avec les gens, m'a-t-elle dit, ton énergie est toujours si négative. Philippe a hoché la tête, ton oncle a dit que tu étais stressé, tu ne peux pas passer tes nerfs sur ta sœur, il parlait comme s'il était le seul raisonnable dans la pièce. Isabelle s'est avancée, tu devrais t'excuser auprès de ta sœur, elle voulait juste emprunter un camion. Je n'ai pas élevé la voix, je ne me suis pas expliqué, je n'ai pas pris la peine d'argumenter, c'est la maison de papy et mamie, ai-je dit, si vous êtes là pour les aider, aidez, si vous êtes là pour le drame, partez, je ne suis plus votre projet. Ils ont tous commencé à parler en même temps, Isabelle pleurant, Philippe moralisant, Chloé se plaignant, mais je n'ai pas bougé, je n'ai pas reculé. Bruno est sorti et s'est tenu à côté de moi, silencieux mais solide, c'était suffisant, ils sont partis furieux. Quelques mois plus tard, la maison était peut-être à moitié finie, mais elle semblait juste. Camille et moi avons prévu une cérémonie simple à la ferme, rien de grand, juste des amis, des voisins et les gens qui comptaient vraiment. Papy l'a conduite à l'hôtel parce que son propre père vivait dans un autre état, mamie a fait les fleurs, Bruno a aidé à tout installer, des chaises aux lumières. Nous n'avons pas invité Isabelle, Philippe ou Chloé, pas par vengeance, mais par paix, ils n'avaient pas mérité une place dans ce moment. La nouvelle s'est répandue vite quand même, Isabelle a pété les plombs auprès des proches, disant à tout le monde qu'on lui avait volé le mariage de son fils, Philippe a agi comme s'il était un père sage qui avait été trahi, Chloé a essayé de transformer tout ça en ragot, postant en ligne sur la fausse loyauté familiale. Papy a tout arrêté net, quiconque essayait d'en parler recevait un rapide, il n'était pas invité pour une bonne raison, et c'était la fin de l'histoire. La cérémonie était petite, chaleureuse et vraie, Camille avait l'air heureuse d'une manière qui rendait tout cela digne d'être vécu. Quand nous avons remonté l'allée, mamie a essuyé ses yeux, papy a souri plus que je ne l'avais vu faire depuis des années, et Bruno m'a tapé dans le dos si fort que j'ai failli trébucher. Cette nuit-là, Camille et moi sommes allés à notre maison à moitié construite, la charpente était montée, les fondations étaient solides et le champ derrière attrapait les derniers rayons du coucher de soleil, nous étions là, fatigués mais stables, sachant exactement qui était notre vraie famille, ceux qui sont venus, qui sont restés et qui ont aidé à construire quelque chose de vrai. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît appuyez sur le bouton s'abonner, ça aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus et de meilleures histoires.